Bienvenue sur la chaîne Happy Move pour explorer les liens entre le corps, le mouvement, la nature et l'intelligence du vivant. Je suis Marie-Hélène Dromard, fondatrice de la méthode Happy Move, et je vous invite à redécouvrir tout ce que le mouvement peut réveiller en nous pour nous reconnecter à ce que nous sommes profondément, une onde au cœur du vivant. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Éric Julien, géographe, consultant auprès des entreprises et des dirigeants, auteur. Éric explore depuis plus de 30 ans les ponts possibles entre nos sociétés modernes et les sagesses des peuples racines, notamment celle des Kogi de Colombie. À la croisée de l'entreprise, des territoires, du vivant et des peuples autochtones, il se définit lui-même comme un explorateur d'interstices, ces espaces de rencontre où peuvent émerger de nouveaux regards, de nouvelles compréhensions, mais aussi d'autres formes d'organisation et façons d'habiter le monde. Je te propose maintenant de traverser ce pont avec nous. Bonjour Éric. Bonjour. Ton sujet, celui qui te tient à cœur, c'est le lien avec le vivant, avec le territoire, nourri de la transmission des Indiens Kogi qui ont joué un rôle particulier dans ta vie, c'est peu de le dire. Mon sujet, c'est le mouvement libre, à l'écoute de ce qui bouge à l'intérieur et autour. Qu'est-ce que tu as envie de partager de cette importance du vivant et du lien à la nature? Je crois que toutes les traditions qui ne sont pas dévoyées sont des chemins pour revenir au vivant en soi et trouver la paix. Le Tao parle d'une première époque de vie d'expérience, puis une deuxième époque de vie d'intégration. Ça y est, quand tu as intégré que le vivant dehors et le vivant dedans c'était la même chose, alors peut-être tu peux rentrer dans une troisième étape de transmission. Le Tao parle de ça depuis des milliers d'années. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a perdu le chemin, parce que le Tao, c'est le chemin. Pourquoi on s'est enfermé dans des villes, pourquoi on s'enferme dans des croyances. C'est un sociologue français qui s'appelait Pierre Bourdieu, qui disait à force de vivre dans nos habitus, c'est-à-dire nos modes de vie, nos croyances, nos représentations, nos boîtes, on en oublie qu'il existe d'autres rapports au monde, d'autres manière d'être au monde. Notre manière d'être au monde à nous, elle est carrée, elle est dans un temps linéaire, elle est très individualisée, elle s'accélère, elle morcelle les choses, et elle a tout ramené à l'humain. On parle des droits de l'homme, tout est ramené à l'homme, le droit est ramené à l'homme, les ressources naturelles sont ramenées à nos besoins, les mesures, tout est ramené à nous. Et il y a des sociétés où la vie n'est pas du tout la même, où le regard que les individus portent sur le monde est différent. Ça peut être ceux qu'on appelle les sociétés autochtones ou primitives ou premières. C'est intéressant qu'on les appelait primitives, c'est comme si tout ce qui n'était pas nous était moins, était sous-développé ou n'était pas développé. La seule différence, c'est qu'ils se sont développés différemment. Ils ont choisi d'autres choses. Ce qu'ils ont choisi, par exemple, c'est d'apprendre à vivre en paix, par exemple. Quand on regarde la violence dans le monde moderne, c'est peut-être pas si inintéressant que ça d'apprendre à vivre en paix. Ce qu'ils ont appris aussi, c'est qu'ils font partie de la Terre, qu'ils sont partie intégrante de ce grand mystère qu'est la vie, dont on ne sait toujours pas vraiment comment elle est apparue sur Terre. Ils ne sont pas quelque chose à côté, c'est pas l'homme et la nature, c'est l'homme et la nature, c'est un grand tout. Et ils naissent avec la responsabilité de ce tout, là où ils sont bien sûr, sur leur territoire. C'est pour ça qu'on les appelle les gardiens de la terre, parce qu'ils ont ce sens de la responsabilité. Alors que nous, on est avec des droits, alors qu'eux naissent avec des devoirs et des responsabilités. Et évidemment, dans ce rapport au monde, eh bien, les arbres, les animaux, les montagnes sont des êtres vivants comme les humains, qui n'ont pas plus ou moins d'importance, mais qui sont partie d'un grand système et qui ont des fonctions, des rôles qui essaient de contribuer à maintenir un grand équilibre, l'équilibre de ce grand écosystème. Ils sont très inquiets, ces sociétés autochtones,
que tu as évoquées, dont font partie les Kogi, quand ils voient à quel point on coupe tous ces liens, on déséquilibre, on enlève les ressources matières premières, en fait on crée du désordre. Et le désordre, la nature étant bien plus forte que nous, un jour elle va rééquilibrer tout ça. Et ça risque pour notre monde moderne de ne pas être très 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 agréable. Et malgré le fait que depuis 5 siècles nous les maltraitons pour le moins, nous les détruisons, cette société Kogi qui devait avoir 2,5 500 000 habitants à l'arrivée des conquistadors en 1525 est réduite aujourd'hui à 25 000, 30 000 habitants, a failli disparaître. Et en fait, ils se battent pied à pied pour garder leur territoire. Et ce n'est pas simplement leur territoire pour une ressource économique ou pour vivre, parce que leur identité dépend de leur territoire. Selon la manière dont fonctionne le territoire, c'est le fonctionnement de leur territoire qui définit leur modalité de gouvernance et leur culture. Donc s'ils n'ont plus leur territoire, ils n'existent plus, ils disparaissent. Ils sont le territoire. Il n'y a pas ces séparations qu'on a mis, le territoire, la nature, l'homme, les animaux. C'est un grand tout qui danse en permanence. Tu parlais de danser tout à l'heure. J'aurais envie de dire que ces sociétés sont encore des danseurs de la vie. Et ce qu'ils nous proposent, malgré 5 siècles de destruction, ils reviennent vers nous sans rancœur et sans colère. Ils ne sont pas dans la vengeance. Et ils nous disent, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous savez, ils reconnaissent que nous savons des choses tout à fait passionnantes, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous savons, si nous avons l'audace du dialogue, nous pourrions sauver ce qui peut encore l'être et ouvrir une nouvelle voie qui ne soit pas en guerre, mais en paix avec la nature. Et je trouve ça très touchant et fascinant que ces humains qu'on massacre, qu'on méprise, qui n'avaient pas le statut juridique il y a encore une trentaine d'années, ils sont vraiment tout en bas de l'échelle sociale dans leur pays, et la force morale de dire « parlons-nous ». Quand on regarde l'histoire contemporaine, le nombre de guerres qu'il y a à travers le monde, c'est vraiment une leçon de paix. Ils auraient pu être dans la rancœur et la vengeance, ils sont dans le dialogue. Et ce dialogue pour faire quoi? Non pas pour les copier, il ne s'agit pas de devenir indien, mais il s'agit de réveiller le vivant chez nous. C'est pas une alternative, c'est pas on pourrait faire ça ou autre chose. C'est si on continue à être en guerre avec la vie, on va simplement disparaître comme société moderne. Donc finalement, ces gens qui sont en marge de nos mondes modernes, qui ont été repoussés comme ça, loin des capitales, loin des mondes industriels, parce qu'ils ont été repoussés, ont gardé leur rapport au monde et à la vie si particulier, si singulier. Peut-être représentent-ils l'espoir d'un avenir différent. C'est souvent des marges de l'Empire ou des marges d'un royaume ou des marges d'une vision des choses qu'apparaissent les points de divergence, les lieux de fécondation qui renouvellent une pensée. C'est souvent là où on ne l'attendait pas que vient la réponse. Donc c'est peut-être notre chance que cette société qui n'a pas été complètement détruite nous tende la main pour se parler. Est-ce qu'on aura l'audace, la force morale, la qualité d'être pour se parler et pour inventer la suite de notre histoire? Je le souhaite bien sûr, mais je ne sais pas. On verra. Si j'avais une question à te poser, c'est autour de renouer avec le vivant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont transmis ou qu'est-ce que tu as envie de transmettre d'une voix de ça? Je crois que dans ces sociétés, le mot nature ou vivant n'existe pas en tant que tel pour désigner quelque chose qui serait quoi? Qui serait mort ou qui ne serait pas de la nature. C'est un tout qui est interagissant. Et la première chose que l'on fait généralement quand on arrive dans ces sociétés, ou celles des Kogi en particulier, c'est de se poser et de faire silence. Ils nous apprennent à ne pas parler, à ne pas bouger, à nous calmer. Ils pensent que le désordre que nous avons, ou l'énergie très puissante, parfois colérique, parfois agressive, que nous avons dans nos têtes et dans nos cœurs, finalement c'est ça qui se reflète dans nos territoires. Tous les déséquilibres climatiques, géopolitiques que l'on peut voir aujourd'hui ne seraient que les reflets de nos fonctionnements ou nos dysfonctionnements intérieurs. La première chose qu'ils font, c'est de t'apprendre à écouter, regarder, respirer, faire silence. Le silence, c'est pour eux la première force. C'est la capacité à rester inébranlable face aux tempêtes de l'existence. Et surtout, si tu ne fais pas silence et vide, tu ne peux pas accueillir l'autre, tu ne peux pas accueillir le monde, tu ne peux pas laisser le monde résonner en toi.
Ce ne sont pas des gens qui vont apprendre, faire prendre des choses. C'est des gens qui sont plutôt dans connaître, dire raisonner avec l'eau, raisonner avec le vent, raisonner avec la beauté du monde. C'est ces deux choses-là qui m'ont appris, de faire silence et raisonner avec le monde. Et la troisième chose qui m'ont appris, c'est l'humour. Ça paraît bizarre. C'est des gens qui n'ont rien au sens économique du terme, pas d'argent, pas de compte bancaire, un peu de téléphone pour certains qui sont en bas, mais pas beaucoup. Ils n'ont vraiment pas de biens matériels. Et pourtant, ils ne sont pas misérables. Ils ont une culture très forte, une identité puissante et un collectif incroyable. Donc ils sont pauvres économiquement, mais pas misérables. Et dans leur pauvreté, on peut dire, ils ont une joie de vivre et une solidarité incroyable. Ça ne s'achète pas. Cette solidarité, je l'ai vue parce qu'ils m'ont sauvé la vie quand j'étais malade, j'avais un œdème pulmonaire. Ils sont occupés de moi. Et cette solidarité et cette manière de fonctionner ensemble, elle se voit dans tous les gestes quotidiens. Par exemple, faire un pont. Faire un pont, c'est un objet, une forme qui relie deux rives. On peut dire qu'il relie deux êtres, deux parties du monde. Et pour faire un pont, chaque feuillis doit apporter une pièce qui va servir à faire une poutre, qui va servir à faire une bordure de pont. En fait, chacun amène une partie de ce qui va permettre de faire le pont qui va relier les deux bords. Symboliquement, c'est qu'est-ce que je fais finalement avec le morceau de bois que j'ai dans la main. Est-ce que je le mets sur la construction du pont, qui est ma contribution, ou est-ce que je tape mon voisin avec, je ne sais pas. Donc la symbolique du pont où chacun amène sa pièce, elle est magnifique. Et quand ils parlent le soir dans des grandes maisons en paille, en bois, comme les petits cochons. Ils sont 200, 300. Ils s'écoutent longuement. Le dialogue est quelque chose de clé. Le dialogue est à la fois régulation énergétique, écoute de l'autre, fluidification des conflits, des tensions. Et quand tout le monde a entendu, quand tout le monde est d'accord, dans la nuit, avec les odeurs de feu, on entend plutôt un bruit de gorge qu'ils font. Ce qui veut dire, on a tous entendu, on est tous d'accord, on peut passer au sujet suivant. C'est des gens qui vont passer beaucoup de temps à préparer, à réfléchir. Est-ce qu'il faut faire un pont ici? Est-ce qu'il faut construire un chemin là? Est-ce qu'il faut prendre telle ou telle décision? Quel impact ça va avoir à 5 ans, 10 ans, 30 ans, un siècle? Mais quand ils ont pris la décision, ils sont ultra rapides. Les maisons, elles se construisent en 3 jours. Les chemins, ils se font en 3 jours, ça va très très vite. Donc c'est des gens qui prennent énormément de temps. Il n'y a pas du temps comme nous. Ils prennent le temps nécessaire. Là où nous essayons de faire rentrer les choses dans le temps disponible. Ils prennent le temps nécessaire pour faire justement, pas bien, ça ce sera un peu moral, justement les choses, pour que les choses soient justes avec les oiseaux, avec les nuages, avec les autres humains, avec les pierres et avec les étoiles, parce qu'ils pensent que la vie vient des étoiles. Merci Eric. Avec plaisir. Pour ce témoignage qui s'offre comme un joli pont. Au coucher du soleil. C'est pas mal ici, non? On est bien ici. Nous sommes ici à la Comtesse, au coucher du soleil. La Comtesse, c'est un lieu où on travaille la noblesse de cœur, à défaut de la noblesse de titre. Je t'invite à découvrir le travail de l'association Chendyukwa, qui accompagne la restitution des terres ancestrales des peuples Kogi et la régénération de la biodiversité. Tu peux également découvrir les stages et immersions proposés à la Comtesse dans la Drôme, au sein de l'école pratique de la nature et des savoirs, un lieu dédié à la reconnexion au vivant. Merci pour votre présence et votre écoute. Je me demande laquelle de ces pépites partagées vous a fait le plus bouger, vous a le plus touché aujourd'hui, que vous allez pouvoir choisir de faire circuler autour de vous. Pour celle-là, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cet épisode. Il sera peut-être le déclic qui aidera quelqu'un à renouer avec le mouvement, cette expression naturelle du vivant en chacun de nous. À bientôt pour continuer à explorer ensemble les liens entre le corps, le mouvement, la nature et l'intelligence du vivant. À bientôt sur la chaîne Happy Move.